J'appelle désormais l'avocat de l'accusation Éric Barbry. Maître Barbry est avocat dans le domaine de la propriété intellectuelle et des systèmes d'information. Il travaille sur le droit des technologies depuis plus de 25 ans. Il accompagne les entreprises dans leur transformation digitale et intervient quotidiennement dans le domaine de la protection des données personnelles et le déploiement du RGPD. Maître Barbry, la parole est à vous. Je vous remercie. Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, de ma tenue légère pour plaider devant vous. Mais il ne nous a pas été permis d'enfiler nos robes, donc c'est tout nu que je me présenterai devant vous, un peu comme un juriste devant le RGPD. Permettez-moi d'abord un petit sondage. Qui a lu le RGPD? Très bien. Qui est conforme au RGPD? Voilà. Donc on peut effectivement, comme le dit mon contradicteur, se rendre compte de l'effet positif de ce RGPD sur la plupart des entreprises en France. Il a effectivement obtenu son objectif, l'absence de conformité de 90% ou 95% des entreprises en France, et donc la mise en danger de toutes ces entreprises au regard des sanctions colossales, dont je vais reparler tout à l'heure, qui sont celles qui sont affectées à ce texte. Alors soyons bien clairs, mesdames, messieurs les jurés, je n'ai rien contre les données à caractère personnel. Je suis comme vous, j'aime la protection des données à caractère personnel. Je ne supporte pas de recevoir de la publicité sur des machines à laver quand par erreur j'ai cherché un jour une machine à laver. Mais nous ne sommes pas tous des Facebook, nous ne sommes pas tous des Cambridge Analytica, nous ne sommes pas tous des WhatsApp. Il y a aussi, et on va le voir dans cette assemblée, un ensemble de petites, de moyennes et de grandes entreprises qui sont confrontées à un texte qui leur pose manifestement un problème. Et je crois que nous n'avons pas la même lecture de ce texte. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas la même lecture de ce texte entre le témoin et son avocat. Puisque le témoin a dit tout à l'heure que le texte ne changeait rien à la loi de 78, et l'avocat a dit il change tout par rapport à la loi de 78. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut en comprendre. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, ce règlement fait suffisamment parler, et nous sommes là pour en parler, pour se poser la question de savoir quel est son effet et quelles sont ses difficultés ou ses contradictions. Alors, vous m'avez demandé de plaider par observation, Monsieur le Président, puisque vous savez que j'aime plaider longtemps. Oui. Donc, je vais vous faire 12 observations sur le RGPD, ce qui me fera exactement 24 minutes, ce qui est le temps imparti pour ma plaidoirie. Je vais venir d'abord sur le premier sujet, la première observation. Le RGPD ne remplit pas son rôle de règlement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un règlement? Un règlement règle. Un règlement est là pour régler une situation de manière définitive. C'est la grosse différence qu'il y a entre un règlement et une directive. Je rappelle ce que c'est qu'une directive. Elle donne la direction. Et une directive qui donne la direction induit des lois de transposition. Un règlement règle la situation et interdit même les lois de transposition. Comprenne qui pourra sur notre ordonnance de 2018 et sur la loi de juin 2018 également. Mais je ne vais pas faire le procès de la loi française, je vais déjà m'atteler au procès du RGPD, j'ai fort à faire. Donc on se dit, avec un règlement, ça règle. Et on devrait avoir au moins dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, la même règle du jeu pour tous. C'est le principe même d'un règlement. Et là, qu'est-ce que je lis? Alors peut-être que mon contradicteur n'a pas lu le RGPD, il n'a pas levé la main tout à l'heure pour savoir. Si vous avez levé la main, confrère, elle a levé la main. Donc elle n'a pas vu, ou elle n'a pas bien lu, que dans le RGPD, il y avait 57 renvois aux lois nationales. Combien il y a d'articles dans le RGPD? Non, 200, là, c'est exagéré. Ça, c'est avec les considérants. 99. Donc quelques-uns inutiles à la fin, mais bon, globalement, il y a à peu près 80 articles intéressants. 57 fois, on renvoie le traitement de la problématique à la loi nationale. Deuxième sujet. On renvoie les définitions des traitements qui doivent faire l'objet d'un PIA, une analyse d'impact dont on en a parlé tout à l'heure, ou qui ne doivent pas faire l'objet d'un PIA, à une liste établie par chaque autorité de contrôle au niveau local. Cela revient à dire qu'en réalité, ce texte qui se veut être un texte harmonisant les dispositions, et c'est ce que vous avez dit monsieur tout à l'heure dans votre témoignage, harmonisant, et ce que m'a dit monsieur le procureur également, harmonisant au niveau européen le droit des données à caractère personnel, que nenni, le droit des données à caractère personnel n'est pas harmonisé
en Europe du fait ou à cause du RGPD, il reste encore énormément de marge de distinction entre les différents pays. Et je vais vous donner deux exemples. Ce sera peut-être plus long que 24 minutes. Le premier exemple, l'Espagne. Qui est allé en Espagne récemment? Personne. Si vous étiez allé en Espagne récemment et que vous étiez allé dans un magasin, vous auriez eu deux tickets. Un ticket de caisse et un ticket RGPD. C'est-à-dire que l'Espagne a poussé à un niveau tel la notion du consentement, dont on nous a dit, et tout à l'heure mon témoin l'a rappelé, que le consentement n'était qu'un des 6 éléments permettant de déterminer la légitimité ou la licéité d'un traitement. Eh bien, en Espagne, la règle de base, c'est le consentement pour tout. Et donc, à la différence des magasins chez nous, où quand vous passez en caisse maintenant, on vous demande gentiment « Est-ce que vous pourriez me donner votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse mail ?» Nous vous enverrons la facture par mail. Et on sait effectivement, et là je suis parfaitement d'accord avec ma consoeur, ces données vont être utilisées à des fins de prospection commerciale. Mais on n'a pas dans nos magasins cette demande, cette extrémité de validation du consentement que nous avons en Espagne. Deuxième sujet amusant, une décision récente d'un de vos confrères allemands, Monsieur le Président, sur le droit d'accès des personnes, des salariés. Sujet mystique. Le droit d'accès des salariés, on y viendra tout à l'heure. À quoi peut avoir droit un salarié? Eh bien, pour le juge allemand, j'espère que vous ne suivrez pas son exemple, Monsieur le Président, pour le juge allemand, le droit d'accès aux données d'un salarié va jusqu'à lui communiquer l'ensemble des mails qu'il a reçus, qu'il a émis, dans lesquels il est noté, les courriers qui correspondent, ainsi que les comptes rendus de réunion dans lesquels son nom apparaît. On est dans la folie furieuse du RGPD. Et donc, ma première crainte, effectivement, excusez-moi pour la caméra, ma première crainte, effectivement, c'est que nous n'ayons pas atteint ce premier objectif qui était pourtant annoncé à grands cris par ma contradictrice, sur le fait que ce RGPD a réglé de manière définitive le droit des données personnelles en Europe. Je vais faire une deuxième observation. Et là, je vais accuser même le RGPD, toute ressemblance avec une accusation historique et fortuite, j'accuse le RGPD de dumping juridique. Je veux dire par là que on a un cadre juridique qui se veut harmonisé pour toute l'Europe et qui se voudrait imposer au reste du monde. Et si vous avez lu comme moi l'article sur la territorialité du RGPD, en dehors d'une migraine, parce que pour comprendre les articles 1 et 3, il faut avoir pris au minimum plusieurs cachets de Doliprane, toute publicité pour le Doliprane étant proscrite, bien entendu. Mais quand on lit que le présent règlement s'applique au traitement des données à caractère personnel effectuées dans le cadre des activités d'un établissement, d'un responsable de traitement ou d'un sous-traitant sur le territoire de l'Union, que le traitement ait lieu ou non dans l'Union, on se dit tiens, il manque des mots. Si vous avez le 3, le présent règlement s'applique au traitement de données à caractère personnel par un responsable du traitement qui n'est pas établi dans l'Union européenne, mais dont un lieu où le droit d'un État membre s'applique en vertu du droit international public. On vous a dit que le texte était clair, j'en conviens. Et vous avez le meilleur pour la fin. Le présent règlement s'applique au traitement de données à caractère personnel à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l'Union européenne par un responsable de traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi dans l'Union européenne, lorsque les activités de traitement sont A. à l'offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l'Union, qu'un paiement soit exigé ou non, B. au suivi du comportement de ces personnes dans la mesure où il s'agit d'un comportement qui a lieu au sein de l'Union. Comprenne qui pourra. Si je comprends, ça veut dire qu'on doit appliquer le RGPD au reste du monde. Alors j'ai bien compris, hein, monsieur le procureur, le Brésil a adopté une loi RGPD, la Californie a adopté une loi RGPD, le monde entier donc a adopté une loi RGPD. Ce sont à peine 2 pays dans les 225 pays qui sont désignés au sein de l'Union européenne. Je rappelle que vous avez un magnifique article 27 dans le RGPD,
qui dit qu'une entreprise étrangère qui effectivement traite des données à caractère personnel en Europe doit désigner un représentant auprès de l'autorité de contrôle. Qui a désigné ou qui a vu une liste des représentants auprès de l'autorité de contrôle? Bref, le texte aujourd'hui a vocation à punir les entreprises européennes et à laisser libre cours à l'imagination des entreprises étrangères. La CNIL n'a pas la compétence pour aller poursuivre les entreprises à l'étranger qui ne respecteraient pas le RGPD. De la même manière que la DGCCRF n'a pas les compétences pour aller poursuivre des entreprises dont vous et moi tairons le nom, mais qui ressemblent un peu à celles qui commencent par G, et qui effectivement vendent des choses sur Internet en ne respectant pas le droit élémentaire du droit du consommateur. Eh bien, toutes ces entreprises américaines, pour la plupart, étrangères, qui effectivement vendent à des consommateurs européens, ne respectent pas le droit de la consommation européenne et n'ont aucun problème avec la DGCCRF. Les entreprises étrangères, alors on va me dire, oui, Google a été condamné à 50 millions d'euros. Bon, on s'est fait plaisir, honnêtement, on a fait la première décision en Europe, il en fallait une, la CNIL a tiré la première, dont acte, mais c'est pas en ayant puni Google de 50 millions d'euros que l'on va inclure ou induire l'ensemble des entreprises du monde à respecter le RGPD. Donc on en revient avec le RGPD à la même situation que nous étions, et dans laquelle nous sommes toujours, Monsieur le Président, avec la prospection commerciale par voie de courrier électronique. Le fameux opt-in. On en avait marre en Europe de recevoir des mails. Enfin, quand on dit on en avait marre, les gens de la Commission européenne en avaient marre de recevoir des mails. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un texte interdisant l'envoi de mails à ceux qui ne l'avaient pas demandé. Déjà, il fallait effectivement avoir fait des études longues. Certaines fermetures de grandes écoles sont à l'honneur et je pense que ce ne sont pas des mauvaises idées. Pour avoir fait des grandes études pour se dire je ne vais prospecter que quelqu'un qui a dit oui. Question, comment on va prouver qu'il a dit oui? Pas grave, on sait tous qu'on n'y arrivera pas et qu'on n'y arrivera jamais. Mais le problème est plus grave. Le problème, c'est qu'on a interdit aux entreprises européennes de faire de la prospection commerciale en dehors de l'opt-in, et qu'on n'a pas empêché les Japonais, les Chinois, les Argentins, les Chiliens, les Vietnamiens, les Cambodgiens, pourquoi pas les Américains, et encore plus les Chinois, à nous abreuver de courriers électroniques de prospection commerciale non sollicités. Qui, dans cette salle, a déjà vu une autorité de contrôle, que ce soit la CNIL ou que ce soit la DGCCRF, qui aille punir effectivement ces entreprises qui, au-delà de nos frontières, ne respectent pas le RGPD. Troisième observation, Monsieur le Président. Il n'y en a que 12, hein. Mais certaines sont plus rapides. Celle-là va l'être, promis. Le RGPD n'est pas compatible avec notre tissu économique. Est-ce que vous savez combien d'entreprises, ou combien il y a de pourcentage d'entreprises qui sont des TPE, TPI, PME en France? Un pourcentage. En pourcentage. 95. Allez, on est à 99,8%. Ces 99,8% d'entreprises représentent à elles seules 50% des salariés. C'est-à-dire que notre tissu économique actuel n'est fait que de petites et moyennes entreprises qui sont incapables d'appliquer le RGPD. Et quand je dis qu'ils sont incapables d'appliquer le RGPD, c'est pas qu'elles n'en ont pas envie, c'est que la plupart du temps, elles n'en ont ni la compétence, ni les finances. Mettre en œuvre une politique RGPD, même pour une petite entreprise, c'est un budget. Alors la question, elle est facile pour les petites entreprises. Le budget, je le mets où? Je le mets dans l'avocat pour pouvoir faire du RGPD, je le mets dans ma campagne de communication pour me faire connaître. Ben moi, si j'étais patron d'une petite ou une moyenne entreprise, effectivement, je mettrais mon argent plutôt dans... Mon greffier tombe. Je mettrais mon argent plutôt dans une campagne de communication, plutôt que dans l'avocat au niveau du RGPD. Alors vous allez me dire, mais on a fait le travail, nous, la CNIL et la BPI, puisqu'effectivement, vous avez un magnifique rapport qui s'appelle le guide pratique de sensibilisation au RGPD, souligné pour les petites et moyennes entreprises. Alors, je l'ai lu. Qui l'a lu? Bon, c'est les mêmes qui ont lu le RGPD. 54 pages. Déjà, si vous êtes patron d'entreprise, plus de 54 lignes, vous ne les lisez pas.
On a tous un patron qui nous a dit un jour, faites-moi une note courte. On sait qu'une note courte, pour un patron de boîte, c'est à peu près 10 lignes. Donc 54 pages, je ne vois pas quel patron d'entreprise, seul ou avec un ou deux collaborateurs, va se palucher 54 pages. Mais admettons même que vous ayez envie de vous endormir le soir et de lire ce document. Qu'est-ce que vous y verrez? Je dois respecter les obligations en termes de sécurité. Je dois respecter les obligations en termes de consentement. Je dois respecter les obligations en termes de privacy by design. Je dois respecter les obligations en termes de violation de sécurité. Je dois respecter le droit à l'information des personnes. Je dois respecter les obligations de notification en cas de violation de sécurité. Je dois respecter, je dois respecter, je dois respecter, je dois respecter. En fait, ils ont mis en dessin, parce qu'il y a des dessins, le RGPD qui faisait 99 articles et qui finit en 54 pages. Eh bien, je dis que ce RGPD aurait dû être mieux pensé et que si effectivement l'objectif c'était de lutter contre les GAFAM, je rappelle monsieur que dans GAFAM il y a M pour Microsoft. Moi je dis ça parce que les partenariats courantes Microsoft, enfin bon, je ne dis rien. Mais nous ne sommes pas tous des multinationales, nous n'avons pas tous les moyens de nos ambitions, et je vais vous dire une autre vérité, c'est que même les entreprises dites compliance avec le RGPD, c'est-à-dire les grandes entreprises qui ont désigné un DPO ou un DPD au choix, comme vous le sentez, ne sont pas conformes au RGPD et ne le seront jamais. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas empêcher leurs collaborateurs de faire leur petit tableau Excel dans leur coin. Donc, le RGPD est un permis de chasse. Quatrième observation, le RGPD pose plus de questions... Ah, tu m'as dit que je pouvais traîner, hein. Vous m'avez dit, pardon, monsieur le greffier. Le RGPD pose plus de questions qu'il n'y répond. Premier élément, la minimisation. Les données doivent être exactes et si nécessaire, tenues à jour. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel soient exactes au regard des finalités. Toutes les mesures raisonnables. Confrère, vous m'expliquez ce que c'est qu'une mesure raisonnable peut-être, après cette magnifique audience que nous partageons ensemble. L'intérêt légitime. On a parlé de l'intérêt légitime. Alors moi, quand je parle d'intérêt légitime avec mes clients, il y a ceux qui ont une vision angélique et ceux qui ont une vision diabolique. Il y a ceux qui ont lu dans l'intérêt légitime que c'était l'intérêt légitime de l'entreprise, et il y a ceux qui ont lu que c'était l'intérêt légitime de la personne concernée. Je vous laisserai comprendre le texte pour savoir vous positionner par rapport à ça. Mais alors je crois qu'il y a mieux encore. Il y a les mesures appropriées. Alors vous dites lesquelles? On vient de vous le dire. Celles qui sont appropriées. Et si jamais vous avez un contrôle de la CNIL, ce qui a pu m'arriver récemment, vous demanderez, mais c'est quoi les mesures appropriées? Et on vous répondra, ce n'est pas à moi de vous dire quelles sont les mesures appropriées. Je constaterai qu'elles ont ou pas été mises en œuvre. Alors je passe sur les mesures appropriées quand on est responsable de traitement, sur les mesures appropriées quand on est dans l'article 25 sur la protection des données dès la conception et par défaut. Je passe sur les autres, la sécurité, où on parle des mesures appropriées, et on parle des mesures techniques et organisationnelles appropriées, comprennent qui pourra, comprennent ce que vous pourrez faire avec tout ça. Vous avez un autre sujet sympathique, alors celui-là je vous l'accorde, il n'est pas récent, mais avec le niveau d'angoisse qu'on nous a mis, je pense que la question de qu'est-ce qu'un sous-traitant est intéressante. Et dans cette salle, je pense que personne n'aura la même idée de ce qu'est un sous-traitant. On a même certains clients qui nous envoient leur annexe RGPD, alors vous êtes tous adorables, hein, on veut bien être RGPD compatible, mais en tant qu'avocat je me considère assez peu comme un sous-traitant. Pour être honnête avec vous, ceci dit, ça m'emmène à des vrais plaisirs avec les DPO de chez mes clients. Et puis alors, j'en reviens à un des éléments que vous avez plaidé tout à l'heure, et je m'y attendais, donc franchement, je bois du petit lait. La violation susceptible d'engendrer un risque élevé. Susceptible d'engendrer un risque élevé. Et vous faites quoi avec ça? Vous faites quoi avec ça? C'est susceptible d'engendrer ou pas. Et alors, en fonction de ou pas, c'est quand même important. Ou pas, analyse d'impact, 4%. Ou pas, violation de la personne, notification à la personne concernée. Ou pas. C'est-à-dire qu'en fonction de susceptible d'engendrer un risque ou pas aux personnes concernées, vous avez parmi les deux obligations les pires du RGPD. Une, ex ante, le besoin de faire un PIA,
une ex post le besoin de se dénoncer à ses clients après une violation de sécurité. J'en reviendrai au 5e point qui est rapide, c'est les montants. On vous a dit tout à l'heure, le RGPD est un texte équilibré. Mais comment on peut imaginer un texte équilibré avec des montants pareils de 10 à 20 millions d'euros et de 4 à 4% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise? Il n'y a aucun équilibre là-dedans. Savez-vous, Monsieur le Président, à quel endroit et dans quel texte nous trouvons des pourcentages sur le chiffre d'affaires? Quels sont les référentiels juridiques habituels de telles condamnations? Je vous pose la question, Monsieur le Président. L'abus de position dominante, l'entente illicite, les pratiques mensongères ou trompeuses, la violation récemment des licences open data, effectivement des contenus qui ont une action exacte sur l'activité économique d'une entreprise ou d'un pays ou qui faussent le jeu de la concurrence. Dans quelle mesure, aujourd'hui, le non-respect des données à caractère personnel fausserait de quelque manière que ce soit le jeu de la concurrence? Alors, je ne parle pas de la concurrence politique, toute relation avec l'affaire Trump étant exclue de mes propos. Vous avez dit, mon cher confrère, que le RGPD devait aussi être un outil au service de l'évolution technologique. Alors là, les bras m'en tombent. Entendre du côté de la défense du RGPD que le RGPD défendrait la technologie, c'est là encore une vue de l'esprit. Qu'est-ce qu'on voit avec le RGPD? Un principe fondateur, nouveau, article 5, la minimisation. Bon, vous l'avez tous lu quand même. Je rappelle que vous êtes supposé participer à ce jugement. La minimisation. Alors confrère, je vous pose la question. Minimisation et big data? On fait comment? On a besoin de beaucoup de données, mais on n'a pas le droit d'en avoir. Et tout à l'heure, vous avez donné un exemple sur des cohortes. Une cohorte, c'est quoi? C'est beaucoup de données. Donc beaucoup de données, minimisation, je ne sais pas faire. J'ai un autre sujet amusant. On m'a dit un jour, qu'est-ce que tu penses de la blockchain et du RGPD? J'ai dit, waouh, quelle question! Bah, heureusement, je n'étais pas payé pour ça. Mais qu'est-ce que je pense de la blockchain et du RGPD? J'en pense rien du tout, parce que je pense tout simplement que c'est incompatible. La blockchain est une technologie qui est faite pour garder en mémoire un certain nombre d'éléments. Et donc les garder à la vie, à la mort. Or nous avons un principe qui est l'article 5 également, qui dit qu'on ne peut pas garder les données plus longtemps que ce dont on en a besoin. Donc je considère qu'aujourd'hui, le RGPD est pour le moins incompatible avec la blockchain. Je ne vous parle pas des objets connectés, hein, qui se connectent, donc qui discutent entre eux. Et là, le droit au consentement, j'ai un problème si je demande à ma Dacia de discuter avec ma Volkswagen pour éventuellement échanger avec un équipementier des informations via Google. Bon, j'aurais dit gros mots, hein. Et puis, la biométrie. La biométrie qui est un outil exceptionnel en matière de sécurité, qui est banni du RGPD, voilà, qui est considéré comme une technologie intrusive à part entière. Et je ne vous parle même pas de la vidéosurveillance, et ce serait trop facile pour moi que de parler des événements qui se sont passés à Lyon récemment, pour considérer que la vidéosurveillance n'est pas l'outil malicieux que l'on imagine, mais qu'au contraire, ça pourrait être un outil salvateur en ces temps un peu compliqués. Je précise que, pour l'instant, si la vidéosurveillance est autorisée, et encore dans des conditions particulières, l'analyse faciale elle-même est pour l'instant pour le moins interdite ou très complexe en France, alors qu'elle ne l'est pas dans d'autres pays européens. Vous avez visé tout à l'heure Israël. Dans ces pays-là, comme en Chine ou ailleurs, la vidéo faciale, la reconnaissance faciale est effectivement légion. C'est un texte, enfin, discriminatoire. Discriminatoire parce qu'il discrimine les acteurs publics par rapport aux acteurs privés. Savez-vous, par exemple, que seuls les acteurs publics ont l'obligation de désigner un DPO? Pourquoi? Ils sont punis, ils sont pas beaux, ils sont moches. On sait qu'ils ne respecteront pas la loi. Alors, on sait qu'ils ne respectent pas la loi, hein, parce que là, pour le coup, il suffit d'être abonné au journal officiel, au BOAMP. Et là, vous avez tous les appels d'offres des acteurs publics qui cherchent en ce moment des avocats pour les accompagner sur le RGPD. Moi, si j'étais la CNIL, honnêtement, je prendrais le journal des annonces légales, et puis j'irais faire une razzia chez tous ceux qui cherchent un avocat en ce moment, puisqu'ils font des appels d'offres pour trouver un avocat un an après le RGPD. Mais il y a une autre chose qui est pire que ça. Je ne sais pas si vous avez lu la loi qui fixe les règles du RGPD, mais qui nous dit quand même que l'État est exclu de la sanction à 10, 20 millions, 2 ou 4%. L'État elle-même s'est exonéré de toute sanction en matière de RGPD.
Y a-t-il une normalité dans cet élément-là? Je ne le crois pas. D'ailleurs, j'ai la même problématique sur la portabilité des données. Enfin, le RGPD fait peser un risque énorme sur les petites entreprises, notamment du secteur de l'informatique et des télécoms. Moi qui suis le conseil d'une fédération professionnelle de petites entreprises en matière informatique télécom, je vous assure qu'elles souffrent. Elles souffrent pourquoi? Parce que leurs clients leur demandent, et à juste titre, d'être conformes avec le RGPD. Or, elles ne peuvent pas l'être, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont pour certaines financières, qui sont pour d'autres techniques. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au lieu de valoriser les données, comme vous le disiez tout à l'heure, un certain nombre d'entreprises se voient supprimer les contrats et les marchés qu'elles avaient. 9e point, le RGPD est un permis, si je peux me permettre, d'emmerder le monde. Alors, je suis désolé de cette outrance au tribunal, et non pas à votre honneur. Mais tout à l'heure, mon contradicteur a dit que le RGPD, c'était la sensibilisation généralisée. Ah oui, c'est la sensibilisation généralisée. Sauf que moi, qui suis DPO d'à peu près 70 entreprises, je reçois des mails. Alors ça, c'est les derniers mails que j'ai reçus hier. Alors le premier, je vous annonce que je viens de déposer une plainte à la CNIL. J'ai pas le temps de répondre, hein. Mais ils ont déjà déposé plainte à la CNIL. Je vous informe que sans délai, demain, je saisirai la CNIL. Lui est beaucoup plus sympathique. Jusqu'à demain. Sans réponse effective, dans les 48 heures, je me verrai dans l'obligation de saisir la CNIL. Voilà. C'est vraiment agaçant et non professionnel. Écrit en gros. Et en dessous, stop, 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 stop. Alors, ça se termine bien celui-là, il y a marqué bonne journée. Alors, il y en a qui font de la littérature. Alors, le tout dernier, je vous promets que je n'ai pas écrit moi-même. Voilà le dernier que j'ai reçu ce matin, avant d'arriver, pour être sûr que j'étais bien au fait de... Voilà. Bon, bref. Donc, le RGPD, honnêtement, est plus un permis de chasse et un permis d'emmerder le monde que les gens se sont bien attribués assez rapidement et qui, effectivement, aboutit à ce que l'on peut imaginer, c'est-à-dire à des contrôles renforcés de la CNIL sur la base d'une simple dénonciation, parce que, éventuellement, ou évidemment, dans une entreprise, à un moment ou à un autre, on peut échapper à un droit d'accès, un droit de copie, un droit de ceci ou un droit de cela. Je ne vous parle même pas des class actions à venir, je ne vous parle pas non plus de la possibilité inscrite dans la nouvelle loi de faire des class actions syndicales. Amis DRH, bienvenue dans le RGPD. Et puis le RGPD, c'est des questions sans fin. Alors comme moi, il faut que je finisse, je vais m'arrêter là. Mais c'est des questions sans fin. Par exemple, qu'est-ce qu'un traitement? Vous allez me dire pourquoi vous commencez ça par la fin? Parce que c'est trop drôle. Qu'est-ce qu'un traitement? Un traitement, c'est des finalités, oui, mais certains l'attrapent par les applications. Bref, on est seul face à son angoisse à rédiger un registre des traitements et on ne sait évidemment pas par quel bout on va le commencer. Alors, ceux qui vont commencer par les finalités, ceux qui vont commencer par les applications, ceux qui vont commencer par la cartographie applicative. Bref, chacun fera son truc dans son coin. Le droit d'accès, j'en ai parlé tout à l'heure, jusqu'où peut-on aller trop loin? C'est-à-dire que quand quelqu'un vous demande un droit d'accès, est-ce qu'il faut aussi aller lui redonner les lettres et les échanges de mails que vous avez échangés avec lui-même et qu'il est supposé avoir? Eh bien si, on vous punira si vous ne lui rendez pas, même s'il les a déjà, comprenez qu'il pourra. Et puis, Monsieur le Président, il y a un droit que j'adore, c'est le droit d'objection. Il devrait vous faire plaisir celui-là. Le droit d'objection comme dans les films américains. Vous savez, avec le juge qui a le droit d'avoir un marteau. Là, vous n'avez pas de marteau, je suis désolé. Le droit d'objection. Je ne sais pas si vous avez vu ce droit nouveau, qui est formidable. Quand vous avez la possibilité effectivement de sous-traiter à un sous-traitant, le responsable de traitement décide si vous pouvez sous-traiter librement ou si on doit vous prévenir d'un changement de sous-traitant. Et si effectivement vous autorisez votre sous-traitant à sous-traiter librement, alors il doit vous informer d'un changement de sous-traitant. Et vous avez à ce moment-là un droit d'objection. Comprenne qui pourra avec ce droit d'objection. Et j'en ai terminé avec deux éléments qui me semblent aussi importants. Le premier, c'est que mon contradicteur l'a évoqué tout à l'heure avec ses mots à elle, donc je vais les reprendre. Quand il y a une violation de sécurité, on passe avec le RGPD du statut de victime à celui de coupable. C'est-à-dire qu'effectivement, on est victime d'une violation de sécurité et on devient coupable aux yeux de la CNIL. Et on a en plus un contrôle, comme si on n'avait pas déjà assez à faire. Et le dernier point, c'est que je pense que le texte est anti-mondialisation. Alors après, pour ou contre la mondialisation, la politique s'est terminée hier. Mais effectivement, la capacité de faire des transferts de flux en dehors de l'Union européenne, singulièrement pour les petites entreprises, dont j'ai rappelé tout à l'heure toute l'importance au niveau du statut économique et qui représente à peu près 25% de nos exportations, ne peut pas
se lancer dans la possibilité d'adopter des BCR ou des règles standards de la Commission européenne en matière de traitement de données à caractère personnel. Donc, j'en ai terminé, Monsieur le Président. Je ne suis pas contre la protection du droit des données personnelles, vous l'aurez compris. Je suis contre la manière dont le texte a été rédigé et qui impose à des entreprises des obligations impossibles. Et il est de droit, quand une obligation est impossible, que le juge n'applique pas la loi.